Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Si vraiment le désir est fort, si on a vraiment envie de tenter sa propre aventure, sa propre vie, et pas celle que les autres vont vous dicter, se faire accompagner, prendre des chemins de traverse. Quand le mur est devant, parfois il faut contourner le mur et passer autrement. Les opportunités, il faut les saisir, parce qu'il en passe plein, des opportunités dans la vie. Si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, on ne les voit pas passer. Et c'est dommage. Claudia Ignoré est la première femme française et européenne à être allée dans l'espace. Je plante le décor d'emblée pour que la phrase qui va suivre prenne tout son sens. Il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves. Claudia Ignoré voulait devenir professeure de gymnastique, mais était trop jeune pour passer les concours. Elle a décroché son bac à 15 ans, puis s'est finalement tournée vers la médecine, jusqu'à devenir médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin. Un jour, elle tombe sur cet appel à candidature du CNES, et à ce moment-là, un déclic, une résonance, puis son dossier envoyé. De médecin à scientifique, Claudia Ignoré a aussi fait carrière en politique. Alors je ne pensais pas que l'on pouvait faire de sa vie une accumulation d'autant d'opportunités si différentes. Sa vie est littéralement un film. On nous dit souvent d'avoir un parcours cohérent, de rester dans un certain milieu bien précis, mais je retiens finalement que l'ouverture aux opportunités reste la plus grande cohérence qui soit. Claudia Ignoré a aujourd'hui 65 ans et je suis tellement inspirée par sa capacité à saisir les opportunités. Pour elle, si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, alors on laisse passer les opportunités qui guident une vie. J'espère que cet épisode t'ouvrira les yeux sur les opportunités qui gravitent autour de toi tous les jours. Avec Claudia Ignoré, on parle d'audace, de curiosité et de prise de recul. Bonjour Claudia Ignoré. Bonjour Victoria. Merci beaucoup de m'accorder ce précieux temps pour cette interview à l'Académie du Climat. Je suis très touchée, ça fait un moment que j'ai envie de vous recevoir sur le podcast. Ça n'a pas été facile, donc merci du fond du cœur d'être ici. Vous êtes la première femme française et européenne à être allée dans l'espace. Vous êtes donc scientifique, mais aussi femme politique française. Vous avez notamment été ministre déléguée de la Recherche et Nouvelles Technologies sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis ministre déléguée aux Affaires européennes en 2004. Mais quelle petite fille vous étiez, Claudia Ignoré? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance? Oui, mais c'est un plaisir de pouvoir partager, transmettre cette vie très riche qui a été la mienne, et puis qui a démarré la petite graine qui m'a amenée sur ce chemin-là. En fait, c'est une graine de l'enfance. Alors, je suis née en Bourgogne avec une vie avec des frères et sœurs très proches de la nature. Où, voilà, c'était une bande de copains qui travaillaient bien à l'école, bien évidemment. Je suis une petite fille qui travaillait bien à l'école et qui aimait ça. Et à l'âge de 12 ans, eh bien, c'était juillet 69, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est une aventure qui m'a ouvert l'esprit, aiguisé ma curiosité, fait rentrer dans un imaginaire que j'ai développé petit à petit en lisant, en posant des questions, en regardant des tas de choses, et voilà, tout en étant une petite fille sportive. J'étais une gymnaste, fait de la gymnastique de compétition, et puis une petite fille quand même très studieuse, puisque ce qui fait hurler un petit peu la jeune génération, on me surnomme Bac plus 19, parce que j'ai enchaîné après mon baccalauréat que j'ai obtenu effectivement à l'âge de 15 ans, pas mal d'études successives. D'abord la médecine, je suis devenue rhumatologue et spécialiste en traumatologie du sport, donc le sport ne m'avait pas quittée.
Et j'avais toujours besoin de comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre parcours, vous n'étiez pas prédestiné à aller vers la rhumatologie, puisque vous nous le disiez, vous faisiez beaucoup de gymnastique sportive en compétition, et vous vouliez devenir professeur de gymnastique, mais votre inscription n'a pas été validée parce que vous étiez trop jeune. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, en attendant d'avoir 2 ans de plus, je vais choisir une autre orientation, et c'est là que vous vous êtes intéressé à la physiologie, l'anatomie et la biologie. Est-ce que vous diriez que c'est cette curiosité qui vous a permis de rebondir ? Alors, j'appellerais peut-être pas ça un rebond. Moi, je dirais qu'il y a des opportunités, des chemins dans la vie, des choses qu'on désire à un moment donné. C'est vrai que j'étais dans une famille de sportifs, je consacrais beaucoup de temps au sport, donc assez naturellement, j'avais envie d'en faire ma vie professionnelle. Donc, mais voilà, j'étais trop jeune, j'avais 15 ans. C'était l'époque où on se disait que le sport intensif pouvait retentir sur la croissance des jeunes filles en particulier. Donc voilà, c'était limitant. Donc il m'a fallu attendre. Et mon attente m'a fait aller vers la médecine. Anatomie, physiologie, fonctionnement du corps, ça restait quand même quelque chose qui était un fil à tirer assez solide. Et puis là encore, j'ai bien réussi, comme à l'école. Donc à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais vers ce qui était ce désir de départ, ou est-ce que je continue cette voie que je découvrais ? Parce que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la vie va vous offrir des opportunités, des choses que vous attendez pas, et puis vous allez découvrir que ça vous intéresse, que ça vous passionne, et vous allez continuer sur cette voie-là. Et j'ai continué la médecine, la rhumatologie, et je dois dire que c'est quand même assez extraordinaire, parce que c'est quand je travaillais à l'hôpital Cochin, comme rhumatologue, que je suis tombée sur cet appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, qui cherchait des astronautes pour réaliser des programmes scientifiques à bord des stations. Est-ce qu'on peut se passionner de tout ? Je pense qu'on peut être curieux de tout. C'est peut-être d'ailleurs un problème que je ressens aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui se laisse pas conduire, par exemple, par les informations et les recommandations qu'on peut avoir sur les flux d'infos qu'on aura sur des sites ou Internet. Mais alors, quand je rentre sur quelque chose qui m'intéresse, hop, je vais aller passer sur un autre sujet. Je me construis moi-même un parcours de curiosité. Alors c'est vrai qu'on peut pas passer sa vie à se poser des questions toujours. À un moment donné, il faut avancer, il faut choisir. Parfois, c'est pas moi qui l'ai dit, mais choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'on prend une direction, il y a d'autres choses qu'on met un peu de côté. Mais on les met pas de côté pour toute sa vie. On peut y revenir à un moment donné. Et je dis très souvent, par exemple, que pendant mes études, bien évidemment, les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, tout ça m'intéressait beaucoup. Et que par contre, l'année de philo en terminale, j'avais trouvé ça un peu ennuyeux, pour le dire gentiment. Alors que maintenant, après ces multiples vies qui ont été les miennes, je vois à quel point il est important d'utiliser aussi la philosophie, des textes, ce que des grands penseurs ont élaboré comme concept pour m'aider aujourd'hui à mettre science et technologie dans un contexte beaucoup plus large, qui lui donne du sens, qui nous pousse à nous engager. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les thèmes éthiques, les thèmes de philosophie sont une partie importante dans ma vie, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout quand j'étais adolescente ou jeune étudiante. Vous êtes 570 à avoir volé dans l'espace, dont 10% de femmes, soit une soixantaine. Pourquoi vous ? Effectivement, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 10% de femmes dans la petite population des astronautes, vous l'avez dit, moins de 600. C'est en train de bouger. Alors pourquoi moi j'ai eu cette chance ? Je crois que je suis arrivée à un moment intéressant où c'était 1985, la sélection d'astronautes à laquelle j'ai candidaté. Avant cette date-là, on avait des profils pilote de chasse, pilote d'essai, armée de l'air, militaire. C'était ça, les premiers chevaliers du ciel et chevaliers de l'espace. Et puis, les stations spatiales s'installant, laboratoire de recherche en microgravité, on a eu besoin de scientifiques pour travailler à bord. Et moi, j'avais ce profil. J'étais médecin, chercheur clinique à l'hôpital, et j'ai fait une thèse de sciences, un doctorat de neurosciences, pour être un chercheur avec un parcours classique en recherche fondamentale. Ça, je l'ai fait après ma sélection, pour me donner plus d'atouts
pour passer du statut de candidat astronaute au statut d'astronaute assigné à une mission. Donc voilà, j'ai essayé de compléter mes compétences et mes atouts. Et à ce moment-là, on avait besoin de profils comme le mien. Donc je dirais que c'est plus mon profil qui a retenu l'attention des sélectionneurs, puis de ceux qui m'ont assigné à une mission, plus que le fait d'être femme. Mais c'est vrai que, étant la seule femme dans l'équipe d'astronautes recrutée à ce moment-là en France, j'ai eu peut-être plus de visibilité à l'époque que mes collègues masculins quand j'ai eu la chance de voler 2 fois. La chance, elle a un rôle dans la vie ? Alors la chance, elle a énormément de rôles, évidemment. Simplement vous parler de la sélection. La sélection, vous avez 1000 candidats. On va en sélectionner 7. Et parmi ces 7, tous ne vont pas voler, ou vont voler une fois. Donc, au-delà de vos compétences, de votre profil, de votre forme physique, de votre condition médicale, de votre capacité à communiquer, transmettre, tout ce qui sont des critères, la psychologie de s'intégrer dans un équipage, en étant expatrié pendant de longues années de sa vie, il y a plein de critères qui font que, voilà, on est hyper compétent et on est bon pour la mission. Mais après, il y a la chance ou la malchance. Et quand on est si peu sélectionné, c'est qu'en plus de nos compétences, on a eu de la chance. Mais la chance, il faut la tenter, il faut s'y préparer, il faut avoir le bagage, et puis les opportunités, il faut les saisir, parce qu'il en passe plein, des opportunités dans la vie. Si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, on les voit pas passer, c'est dommage. Vous dites qu'il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves. Comment on prend sa vie en main ? Je pense qu'il est important d'avoir quelque chose qui résonne. Alors c'est pas obligatoirement un rêve, un grand rêve. C'est un désir, quelque chose qui vous intéresse. Et je dis, la vie peut vous ouvrir le chemin. Alors pas toujours le chemin de ce qui est votre désir. Parfois vous avez l'impression que il est difficile, qu'il y a un mur à passer. Alors déjà une première chose, je pense qu'on fait pas sa vie tout seul. Qu'on l'a fait avec ceux qui sont autour de vous, votre bulle de confiance, que ce soit vos parents, vos amis, dans une première expérience professionnelle, vos collègues qui vont vous accompagner, des gens qui croient en vous, qui voient les choses comme vous. Moi, j'ai été entourée de gens comme ça, et j'ai eu la chance, encore une fois, la chance de pas avoir de gens qui m'aient mis des blocages ou des interdits. Mais ça arrive, et j'en suis consciente. Et le fait que parfois on mette des blocages en disant « Oh là là, mais c'est pas pour toi » ou « Tu n'y arriveras jamais », c'est un petit peu difficile de surmonter quand on est jeune et qu'on n'a pas tout le bagage pour avancer avec confiance. Et quand on est dans cette situation-là, si vraiment le désir est fort, si on a vraiment envie de tenter sa propre aventure, sa propre vie, et pas celle que les autres vont vous dicter, eh bien, se faire accompagner, prendre des chemins de traverse. Quand le mur est devant, parfois il faut contourner le mur et passer autrement. Aujourd'hui, il y a plein de passerelles aussi entre les études et les différents métiers. Ça, c'est une chance par rapport à ce qu'on connaissait précédemment, où souvent on rentrait dans une filière et on restait dans cette filière constamment. Aujourd'hui, on a la possibilité de commencer sur un chemin et puis d'avoir une passerelle pour aller ailleurs, rejoindre un autre chemin. Je crois que ça, il faut en profiter. Et donc, c'est ça, avoir la confiance en soi, créer une bulle de confiance autour de soi, et puis aller sur un chemin où vous avez un vrai désir, une vraie attirance. Parce que les chemins, ils sont pas faciles. Parce qu'il faut de la patience. Parce qu'il faut de la persévérance. Parce que parfois ça marche pas tout de suite. Parce qu'il y a des échecs, faut faire demi-tour, faut faire un pas de côté pour continuer. Donc ça veut dire que le désir, il doit quand même être là quelque part. Mais alors ce désir, moi je l'ai eu à 12 ans. Il s'est réalisé à 25 ans quand j'ai candidaté. On n'est pas toujours mûr avec un désir qui vous fait illuminer les yeux au départ de sa vie. Alors, moi je dirais, tenter une première expérience, à la limite là où le chemin vous a conduit, mais à partir de là, le reste est possible. Les portes peuvent s'ouvrir. Gardez votre curiosité. Quand les portes s'entr'ouvrent, elles sont toutes entr'ouvertes. Comme la politique pour vous. Est-ce que c'était un désir profond ?
Alors non, je vais pas répondre comme ça. C'était pas un désir profond, c'est quelque chose, c'est une opportunité de la vie qui s'est présentée là aussi. J'ai eu la chance de faire donc 2 missions spatiales, et en revenant de ma seconde mission, fin 2001, j'avais eu l'occasion, en ayant travaillé beaucoup en Russie, de fréquenter effectivement le monde politique de la coopération entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Et voilà, on a fait appel à moi sur un sujet qui m'était familier, celui de la recherche, celui des nouvelles technologies. C'est ma formation et c'est ce qui est le socle, je dirais, de ma vie. Et donc, on m'a proposé de m'engager sur cet élément de politique de recherche. Et j'y suis allée avec la conviction que je pouvais donner une impulsion, faire avancer, décoincer parfois certains blocages, parce qu'on a quand même un système qui parfois est pas suffisamment agile et flexible dans un monde compliqué comme on le vit aujourd'hui. Et c'est donc par conviction et engagement, pas par esprit politique ou politicien, ça c'était pas le propos, c'était pour me mettre au service de mon pays et au service d'un sujet dont je pense qu'il est majeur, que ce soit la recherche, que ce soit affaires européennes, les 2 postes de ministre que j'ai acceptés. Donc vous nous disiez que les opportunités comptent beaucoup dans une vie, la discipline et la persévérance aussi. Et il y a quelque chose qui vous caractérise beaucoup aussi, c'est l'hyper-perfectionnisme. Déjà pendant vos études, vous étiez une adepte des fiches de cours que l'on fait et que l'on refait. Sans ce perfectionnisme qui vous caractérise bien, est-ce que vous en seriez là aujourd'hui? Est-ce que vous auriez fait tout ça? Alors c'est intéressant de parler du perfectionnisme. Moi je dis souvent quand je suis dans les conférences, dans des écoles ou des universités, en particulier aux jeunes filles et jeunes femmes, n'attendez pas d'être parfaite pour démarrer. Parce que la perfection, c'est un objectif qu'on se fixe au bout d'un chemin. Par contre, je crois en la perfectibilité. C'est-à-dire qu'on essaie déjà d'être le mieux possible, mais qu'on peut toujours s'améliorer avec les autres, avec soi-même, dans sa façon d'apprendre, de prendre de la distance, de voir les choses de façon plus globale, sortir un petit peu de son silo pour aller écouter ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit à l'international ou que ce soit en interdisciplinaire, parce que si on reste dans son silo disciplinaire, on manque quand même des tas de choses. Donc la perfectibilité, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Il faut toujours essayer de s'améliorer, et pour ça, être un peu perfectionniste, ça aide. Comment on fait pour être fier de soi et satisfait de ce que l'on fait quand on est dans cette dynamique de perfectionnabilité? On n'est jamais complètement fier de soi. Des fois, on est satisfait parce qu'on a le regard des autres qui vous dit merci. On a des témoignages, et moi j'en ai eu beaucoup, de mamans, de jeunes filles, quand j'ai eu la chance de voler, qui m'ont dit vous nous avez donné un petit déclic, une impulsion, un peu de confiance, et ça nous a fait du bien. On y est allé parce que vous étiez là. Donc ça, je suis fière, et effectivement, d'avoir pu le provoquer. Et puis après, comme tout le monde dans la vie, j'ai eu des échecs, des choses qui sont pas tout à fait passées comme je l'aurais souhaité. Alors, vous avez rappelé, j'ai été ministre des Affaires européennes en 2004-2005. Alors, pour ceux qui sont un tout petit peu moins jeunes, 2005, la France a dit non lors du référendum sur le traité européen. J'étais la ministre des Affaires européennes à cette époque-là. Moi qui avais volé avec l'Agence spatiale européenne, en portant le drapeau européen sur mon scaphandre dans l'espace. Voilà. Alors, j'étais pas tout à fait fière de pas avoir réussi à trouver les mots, la pédagogie, la façon d'expliquer cette conviction et cet engagement pour que l'Europe nous apporte du mieux et du plus à la France, à sa souveraineté, à son autonomie, et qu'on puisse avancer ensemble. Donc voilà, j'essaie de faire le mieux possible, de façon à pas avoir de remords, pas avoir de regrets de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, mais par contre des échecs, j'en ai eu aussi. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un échec? On se dit, je me suis trompé de direction, j'étais pas avec les bonnes personnes. Ça nous amène à prendre du recul, à se poser des questions, se dire peut-être tu le voulais pas suffisamment et c'est pour ça que ça a pas marché jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut tirer des leçons, apprendre de ces échecs, et que ça nous rend plus forts pour aller plus loin. Ça permet de nous axer.
Alors ça permet de s'axer ou de changer de direction. Parce que en fait, un échec, ça peut être le révélateur qu'on s'était trompé de voie. Et puis ça arrive de se tromper de voie. Et dans ce cas-là, on prend le recul, on analyse, et puis on prend un chemin de traverse. Peut-être qu'on retrouvera cette première voie 10 ans, 15 ans plus tard. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'être en résonance et en confort avec le chemin qu'on fait, et puis de le faire aussi avec les autres, bien sûr. Vous avez donc eu la chance que vous vous êtes provoquée, mais chance quand même d'avoir été une des rares personnes sur Terre à avoir été dans l'espace. Et je voulais qu'on parle de vos ressentis une fois là-haut. On appelle ça l'overview effect, si je me trompe pas, tellement c'est difficile de décrire ce qu'on peut voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois dans l'espace ? Alors, vous avez raison de parler de l'overview effect, qui est un petit peu la façon, le concept qui essaie de remettre ensemble toutes ces expressions des différents astronautes, parce qu'on a tous nos mots à nous, nos façons d'exprimer, parce que c'est tellement extra-ordinaire qu'il y a presque pas de mots dans le vocabulaire du quotidien pour l'exprimer. Donc voilà, c'est assez large. Alors je dirais que le premier point, c'est tout simplement regarder la beauté de la planète par le hublot. Vous êtes à 400 km en orbite autour de la Terre et vous voyez cette planète vous défiler autour de la Terre en 90 minutes. Une orbite, c'est 90 minutes. Et donc, vous allez passer sur les différents continents, les océans, voir les couleurs, le vert de prairies, les montagnes de l'Himalaya, la beauté merveilleuse des océans. C'est vraiment somptueux dans la beauté, cette planète. Vous y voyez la vie. Quand vous survolez de nuit, mais il y a les lumières des villes, des petits villages le long des côtes. On voit la répartition des densités de population. Et vous voyez cette planète, en fait, dans sa finitude également. Parce que vous en voyez la limite, vous voyez la très mince couche d'atmosphère, bien évidemment, qui fait que la vie est possible. C'est vraiment une petite pelure sur la rotondité de la Terre. Puis au-delà de ça, c'est le cosmos noir, hostile, mystérieux. Donc on sent la fragilité. Et la vulnérabilité, parce qu'on voit aussi les cyclones se développer, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, enfin on voit les pollutions, on voit tout ça depuis l'espace. Donc c'est ce sentiment d'un regard à distance qui fait qu'on se rend compte de l'humanité. On voit la planète, mais la planète, c'est le vaisseau de l'humanité. On ressent aussi que dans ce monde fini, on est tous connectés, on est tous interdépendants. Il n'y a pas de frontières vues depuis l'espace. Ça semble possible de communiquer, de partager. La notion de bien commun, qui n'était pas quelque chose qui m'était familier avant de voler, mais vraiment apparu comme quelque chose d'essentiel. Le bien commun de cette planète, de son environnement, le bien commun des océans, le bien commun aujourd'hui que représente l'espace, dont on sait qu'avec les débris spatiaux multiples et tout ce qui peut être potentiellement des dangers pour l'espace extra-atmosphérique, nous impose d'être responsables et sages. Un autre aspect que je peux pas m'empêcher d'évoquer, c'est ce corps libéré de la gravité qui ne pèse plus rien. Donc vous imaginez, vous regardez par le hublot et vous ne sentez pas votre corps, il n'est pas là à vous tirer vers le sol, il n'y a pas de gravité qui s'y exerce. Donc j'avais parfois l'impression de n'être qu'un pur regard, presque un regard sans corps. Et c'est difficile quand on est sur Terre de se détacher de son corps. Il y a des moments d'émerveillement, de contemplation qui peuvent vous y amener. Mais dans l'espace, c'est encore plus facile. On a vite fait de plonger dans ce sentiment de contemplation avec un corps qui ne pèse plus rien. Et après, la dimension que certains mettent en avant avec des colorations, je dirais, différentes, c'est cette beauté. Est-ce qu'elle est là par hasard ? Est-ce qu'elle peut être là, ailleurs ? Donc certains y mettent une teinte plus religieuse, et on a beaucoup parlé des astronautes qui sont allés sur la Lune entre 69 et 72, où certains ont vraiment eu cette révélation, effectivement, d'un créateur qui serait à l'origine de cette beauté. En tout cas, une forme de transcendance
et de overview, comme vous le disiez tout à l'heure, qui nous émeut tous. Alors quand on revient d'une mission spatiale, on est tous des ambassadeurs de la planète, ça c'est clair. On est aussi, je pense, des ambassadeurs de l'humanité, dans cette nécessité à concevoir le futur, l'avenir, en commun, en harmonie le plus possible, et en se disant que voilà, c'est aussi notre devoir d'essayer d'éviter les conflits et de trouver des solutions. Et puis moi je dirais que j'essaie d'être un ambassadeur de l'exploration, c'est-à-dire que on doit tous avoir envie de sortir un petit peu de son quotidien, de ce qui est l'immédiateté, du problème de demain matin. On a tous des problèmes de demain matin et même d'aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est pas en restant enfermé sur son horizon. On a la chance d'être au-delà de l'horizon quand on est dans l'espace. Je pense que, étant donné que les problèmes qu'on a à affronter aujourd'hui, les défis, sont des défis nouveaux, aller explorer des endroits nouveaux et des territoires encore inconnus va nous permettre aussi de trouver des solutions nouvelles. Donc l'exploration, elle est essentielle à nous donner des solutions pour relever les défis et avancer avec fierté, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous croyez pas que justement continuer cette exploration, que ce soit à la fois de l'espace ou des océans toujours plus profonds et toujours plus loin, ça entretient pas ce dérèglement climatique ? Alors, l'espace, pour en revenir à l'espace, on a parlé de l'exploration, du vol habité, mais l'espace, c'est bien évidemment de multiples satellites d'observation de la Terre, les satellites météo, les satellites de télécommunication, d'accès à l'Internet et de géopositionnement. Et avec les satellites d'observation de la Terre, là où l'Europe est d'ailleurs le leader mondial, avec un Space Climate Observatory, qui regroupe toutes ces données obtenues des satellites d'observation de la Terre, on est en capacité de quantifier le changement climatique. Sur les 50 variables climatiques essentielles, 26 sont quantifiables grâce à des données spatiales. Donc on a un monitoring de l'atmosphère, de la cryosphère, des océans, de la lithosphère, tout à fait magnifique avec le spatial. C'est un outil indispensable pour éventuellement anticiper, en tout cas prévenir, s'adapter, monitorer et émissions de méthane. Aujourd'hui, on est capable sur le méthane de déterminer localement où il y a des productions importantes. Donc voilà, ça va être une quantification qui va nous permettre aussi d'appliquer certaines régulations. Donc c'est indispensable, le spatial, sur ces sujets. Et après, comme je le disais précédemment, pour moi, explorer des territoires, je mets territoires entre guillemets, ça veut dire aller au-delà de des frontières du connu, aller explorer ce qu'on connaît pas encore, ça c'est source de créativité, c'est source d'innovation, et ça va nous permettre de trouver de nouvelles solutions à des problèmes actuels. Si on continue à travailler avec les solutions anciennes, puis on le voit bien aujourd'hui dans les choix qu'on a sur le mix énergétique ou sur des tas de sujets, il va falloir sortir des schémas anciens. On est dans une phase de transition, on n'a pas atterri, mais j'espère qu'on atterrira avec des solutions nouvelles par rapport à l'existant aujourd'hui. Et avec les bagages scientifiques que vous avez aujourd'hui, comment vous voyez la société de demain ? Alors, avec le bagage scientifique, je pense que c'est une chose qui est importante. Alors, bagage scientifique, c'est pas obligatoirement le bon terme. Je dirais la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est celle qui permet de poser une hypothèse, se poser une question, et de se donner les moyens d'avancer vers la réponse, avec essais, erreurs, enfin ça dépend des éléments scientifiques que vous avez à disposition et des domaines scientifiques dans lesquels vous travaillez. Mais vous avez une démarche qui fait le tri entre s'approcher de la vérité, la tester, apporter des petits éléments de plus, de certitude dans cette direction, par rapport à ce qui nous est proposés, qui sont parfois des vérités alternatives, qui sont parfois carrément des contre-vérités, ou qui sont des idéologies. Et on est un peu trop nourri aujourd'hui d'un flux d'informations. Si on n'a pas cette démarche scientifique, cette capacité d'esprit critique pour sélectionner l'information qui va nous être utile, je pense qu'on va être en danger, effectivement. Et quand je parlais de
d'être aussi un ambassadeur de l'éducation, d'inspirer la jeune génération, en particulier sur des métiers scientifiques ou des métiers d'ingénierie, c'est pour justement donner des clés de compréhension du monde de demain et qu'on soit capable nous-mêmes d'avoir notre libre arbitre par rapport à nos décisions, nos métiers, le choix des politiques, et non pas être soumis à des recommandations qui nous viennent par ailleurs ou suivre comme des moutons une idéologie ou une doctrine qui vous aurait été pushée par le réseau social qui est votre réseau social habituel. Aujourd'hui, quels conseils vous aimeriez donner à ces nouvelles générations ? J'aimerais que ces nouvelles générations aient l'audace de se dire on peut être des acteurs de demain et on va transformer le monde. Je dis ça parce que on veut souvent que les choses changent, mais c'est à nous de les faire changer vraiment. Il ne faut pas simplement appeler au changement, il faut être des acteurs de ce changement. Et ça, vraiment, je pense que la jeune génération, elle est essentielle parce que le monde du 21e siècle, je suis déjà à cheval entre deux siècles, je me rends compte à quel point ce 21e siècle est un siècle plein de défis, tellement différents, en transition, plein de mutations, on n'a pas encore atterri sur ce qu'il va devenir, et que voilà, on a besoin de le configurer. Mais je pense que la jeune génération est l'outil essentiel, les acteurs essentiels, et c'est là où je les pousse à avoir l'audace et la vision pour le faire. Mais bien évidemment, la génération qui est la mienne, elle doit être à côté, sur le même chemin, transmettre, partager, faire part des leçons qu'elle aura apprises de cette expérience de vie. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, parce qu'on construit rien complètement ab initio. Ça n'existe pas. On monte sur les épaules des géants. Alors, je suis pas du tout un géant, mais il y a eu des grands géants, et il y a toujours des grands géants aujourd'hui. Et il faut savoir aussi les écouter. Donc, la transmission, le partage pour accompagner la vision, la créativité, les talents de la jeune génération. Alors ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, je fais un focus plus particulier sur les jeunes filles et les jeunes femmes, et que pour leur dire que c'est absolument enthousiasmant de se dire qu'avec la science, avec l'ingénierie, avec le digital, le numérique, on va se doter d'outils, et que ces outils, ils doivent être manipulés comme notre société l'est, dans sa diversité. Donc sa diversité de genre, sa diversité de culture, bien évidemment aussi, de génération, je l'ai dit précédemment. Mais c'est vrai qu'il faut que les jeunes filles et les jeunes femmes prennent toute la place qu'elles doivent prendre pour transformer aussi la société. Et peut-être le troisième point, mais ça c'est les plus âgés, les cheveux blancs comme moi, qui peuvent montrer ce chemin, ou en tout cas le dévoiler un peu, c'est que non seulement il faut être smart, et on emploie beaucoup le mot smart, smart city, smart, etc. Mais il faut essayer d'être wise aussi, d'être sage. Mais je pense qu'on peut être sage même quand on est jeune. Sage, ça veut pas dire qu'on est enfermé dans quelque chose où on prend pas la parole et où on s'exprime pas. Mais je pense que la créativité peut aussi se matiner de sagesse. Et c'est important pour le siècle qui vient. Est-ce que la sobriété, ça serait pas une forme de sagesse ? Mais bien sûr, la sobriété, c'est une forme de sagesse. Une croissance respectueuse, c'est une forme de sagesse. La solidarité, c'est une forme de sagesse. L'attention au bien commun, c'est une forme de sagesse. Oui, bien évidemment. Moi, j'ai eu cette chance de vivre génération Apollo, 69. La science et la technique, c'était le progrès. Hop, on se posait pas de questions. On y allait, tout était possible, les portes étaient ouvertes et on avançait. On voit bien que ça nous a conduit à des choses absolument fantastiques, mais que aussi, ça a mis en péril notre planète, notre humanité, nos océans. Donc je pense que c'est une exigence aujourd'hui que d'ajouter cette sagesse avec ces différentes facettes, mais en continuant à avancer et pas en reculant. Bien sûr. Qu'est-ce que ces nombreuses années, qu'est-ce que la vie vous a appris et que vous n'avez pas lu ou appris dans vos cahiers d'école ? Vous qui avez fait 19 ans d'études.
C'est pas que, oui, enfin la vie. Effectivement, à l'école, on vous donne un socle, on vous apprend à utiliser votre cerveau. Et ça, c'est important. Apprendre à raisonner, à penser, comme je le disais tout à l'heure aussi par rapport à l'information. Et puis après, c'est les rencontres qui vont vous fabriquer. Les rencontres de cultures différentes. Donc oui, jeunes gens, ouvrez-vous à l'international. Si vous faites de la robotique, allez voir les Japonais, ils pensent pas la robotique comme on la pense ici. Si vous pensez bien commun, allez voir les Chinois, ils pensent pas les biens communs comme on les pense ici. Donc voilà, vous rencontrez des gens, vous ouvrez les portes, vous cassez les murs des disciplines, les silos disciplinaires. D'ailleurs, entre sciences et humanité, il faut revenir un petit peu à cet humanisme scientifique des siècles précédents. C'est important. Et donc voilà, j'ai appris tout ça. J'ai appris beaucoup en lisant aussi, bien évidemment. Je pense que ce qu'on apprend sur Internet, sur les écrans, c'est formidable. Mais moi, j'adore avoir un bon livre, un roman, des nouvelles, de la poésie, de la science-fiction, un livre de philo. Voilà. Donc n'hésitez pas à être des dévoreurs de bouquins aussi. Claudie Aigneret, dernière petite question. Qu'est-ce qui rend une vie riche ? Une vie riche, je pense que c'est l'association un sentiment de cohérence et d'harmonie avec soi-même. On n'est pas à côté de soi. Voilà, on vit sa vie. Et puis un sentiment de cohérence et d'être bien aussi avec la société, les cercles très proches, sa famille, ses amis, mais aussi la société plus généralement. Alors ça implique l'attention aux autres, la solidarité, la transmission, l'écoute. Ça en fait partie. Si vous êtes enfermé dans votre bulle, je suis pas sûre que vous ayez une vie riche. Et je dirais qu'une vie, elle est riche et elle continue à s'enrichir. C'est pas un mot qui clôt notre entretien ou la vie. Moi, je pense qu'une chose fondamentale, c'est peut-être pour l'enfant, c'était la curiosité, et pour l'adulte blanchissante que je suis aujourd'hui, c'est de garder sa capacité d'émerveillement. C'est beau, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Claudie Aigneret, pour tous ces partages. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.